Donc ce que je vous propose, c'est une petite brève colorée en fait sur le bleu et les problématiques que l'on peut voir ou l'histoire que l'on peut voir sur les bleus en botanique. Donc ce sera plutôt un petit parcours historique et un peu artistique sur le bleu en botanique. Et donc on va voir très rapidement qu'on parle de bleu, mais qu'à partir du moment où on va parler des fleurs, on parlera des mille et une nuances de bleu sur la botanique. Et on commence par une espèce qui a été fortement photographiée lors d'une session au Ladakh, qui est donc le fameux pavot bleu de l'Himalaya. Donc vous avez un petit aperçu sur cette première image des différents bleus que l'on peut rencontrer au niveau de la végétation et des fleurs. Vous voyez qu'effectivement il y a mille et une nuances, donc avec des variations extrêmement importantes qui peuvent aller du bleu profond jusqu'au bleu clair en passant par les bleus turquoises et couleurs que l'on va facilement retrouver sur les échéanciers au niveau des pigments que l'on a sur les peintures ou les documents d'art décoratif. Donc là, vous avez quelques plantes photographiées un petit peu partout dans le monde, donc sur ces nuances de bleu, donc avec des plantes des Alpes ou même des plantes d'Ouzbékistan, des plantes de France, d'un petit peu partout. Mais comme je le disais, ce que vous voyez, c'est surtout les différentes nuances, l'infini couleur que vous avez sur les plantes naturelles, donc sur la couleur bleue. Le bleu, c'est aussi une grande discussion, c'est un grand sujet de discussion en horticulture. C'est une couleur qui est soi-disant difficile à obtenir. Je n'ai mis que deux petits exemples. Les fameuses orchidées au bleu de méthylène que vous pouvez rencontrer de temps en temps chez les horticulteurs. Donc effectivement, on n'a pas d'orchidée bleue, alors on va en créer une. Et puis bien sûr, les hortensias, plus ou moins dopées à l'ardoise, qui font le malheur ou le désespoir de nombre de jardiniers. Donc c'est vraiment un sujet qui peut être délicat en horticulture. Donc si on reste sur ces plantes bleues et qu'on essaye de voir quelle est l'origine du bleu sur les plantes, eh bien on revient aux anthocyanes. Les anthocyanes, donc ça a été la découverte de ces pigments, en fait, on peut dire, est une énigme au départ sur les plantes. C'est une longue histoire au niveau de la recherche. Donc les anthocyanes sont des colorants naturels qu'on peut trouver sur les feuilles, sur les pétales, quelquefois sur les fruits même. On peut avoir des fruits qui virent à la couleur bleue avec la maturité. Et ces anthocyanes sont positionnés dans les vacuoles. Ils sont solubles dans l'eau, mais ils vont d'un rouge orangé au bleu pourpre dans le spectre lumière visible. Le problème avec ces anthocyanes, c'est qu'ils ne sont pas très stables et ils sont vraiment très sujets aux variations de leur environnement. Il y a eu une synthèse qui a été publiée en 2008 donc par Yoshida et des collaborateurs qui ont présenté l'historique des recherches en fait sur ces colorations pour les fleurs bleues. Et ils ont mis surtout en évidence la problématique du pH au niveau des vacuoles, qui est déterminant pour la couleur bleue. Vous avez peut-être tous en tête simplement la pulmonaire, qui peut varier du bleu au rouge en fonction de l'état de la floraison. Et ce qui a surtout été étudié, c'est en fait l'analyse de ces pigments qui se complexent, qui se stabilisent par des complexes avec des ions métalliques. Donc il y a aussi eu un certain nombre d'études pour montrer que les plantes avec vraiment une couleur bleue qui reste stable sont des plantes qui ont des complexations, si on peut, je crois qu'on peut dire quelque chose comme ça, avec des ions métalliques. Donc ce qu'il faut voir aussi, ça c'est un petit point de détail, c'est que cette couleur bleue, ça peut être aussi une illusion d'optique. Donc vous avez à droite une fougère qui maintenant est une plante envahissante en Guyane française, c'est pas Michel qui va me contredire, qui est Selaginella villdénovii,
qui est une sélaginelle qu'on trouve en sous-bois, qui est plutôt originaire, je crois, d'Asie, si je ne dis pas de bêtises, et qui en fait, elle, a une couleur bleue qui n'est pas du tout due à une problématique d'anthocyane, mais qui est simplement due à une réflexion particulière de la couleur avec un aspect de surface qui va faire cette réflexion et donc qui n'est pas du tout une problématique, on va dire, purement physiologique, comme c'est le cas pour les anthocyanes. Et cet aspect complexe donc, d'association des différents pigments ou des anthocyanes peut amener à des couleurs très très particulières. Ici, vous avez une photo avec une plante qui s'appelle la liane de jade, donc qui est une fabacée originaire des Philippines, qui, avec une copigmentation entre deux molécules, va vous donner cette couleur vraiment bleu turquoise qui est vraiment très particulière pour une plante, pour une fabacée avec des fleurs. Ça donne des grappes qui sont vraiment assez importante et qui a vraiment une couleur fabuleuse. Et on ne trouve pas cette plante absolument partout, elle n'est pas forcément cultivée, même dans les tropiques, mais elle a une couleur étonnante. Ici, elle a été photographiée en Guadeloupe, alors pas forcément pour la plante, mais pour le petit oiseau qui va avec. Donc là, on a vu un petit peu un aspect bleu en se basant vraiment sur des considérations des fleurs et sur les considérations des plantes. Mais on peut associer aussi les différentes plantes aux problématiques de teinture végétale, puisqu'on a certaines plantes qui vont amener, après élaboration, fabrication des pigments, une coloration bleue. Cet essor des teintures végétales, elle a eu lieu, on va dire, depuis relativement longtemps, mais avec quelque chose d'important au XIVe au XIXe siècle, donc vraiment avant toute l'évolution des recherches de pigments en chimie, et donc toutes les recherches sur les synthèses. Vous voyez ici la répartition avec différentes plantes qui colorent ou qui permettent des teintures de bleu. Et on va juste regarder deux espèces qui sont plus des espèces qui ont intéressé l'industrie des teintures en France. On va commencer par une première espèce qui était vraiment connue au XIIe et XIVe siècle, qui va être le pastel. Donc le pastel, c'est Isatis tinctoria, c'est une brassicacée, qui elle n'est pas du tout bleue, hein, qui est une plante bisannuelle. Et sur la gauche, donc sur votre gauche, vous voyez la rosette lors de la première année de croissance de la plante, rosette foliaire. Et c'est ces feuilles en fait qui, par traitement, vont vous donner le pigment bleu, donc du pastel. Vous avez à droite la plante, un dessin de plante dans son intégralité, et vous voyez que là on a une petite fleur jaune qui ressemble vraiment à une brassicacée, tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'histoire du pastel va vraiment se résumer entre le XIIIe et le XVIe siècle. Il y a eu des cultures de pastel relativement importantes au début dans les Flandres, puis après en Picardie, et surtout après autour de Toulouse, qui était devenu un très grand centre de fabrication des pigments, donc du pastel. Donc vous avez sur la gauche quelques exemples d'architecture des maîtres du pastel à Toulouse, puisque en fait c'est ce pastel qui a fait la richesse de la région, qui s'appelait Pays de Cocagne, et on va voir que ce mot cocagne, c'est essentiellement en raison de la fabrication du pastel.
Donc le pastel, par contre, et donc le pigment issu d'Isatis tinctoria, est un pigment qui est très difficile par son élaboration, avec de nombreuses étapes qu'on maîtrisait au départ de façon relativement empirique. Donc vous avez un petit schéma ici, les différents schémas des étapes qui ne représentent que les étapes de la fabrication du pigment. Il faut bien imaginer qu'après, vous aviez toutes les étapes de teinture, donc qui là aussi nécessitent un certain nombre d'étapes, comme des étapes d'oxydation, et qui permettent vraiment d'avoir un tissu bleu, et donc qui est bleu pastel. Alors vous avez les bleus pâles, là aussi, en fonction du traitement, vous pouvez avoir différentes nuances de bleu, mais il faut bien se rendre compte que le bleu pastel, c'est celui que vous avez par exemple en Provence, quand vous regardez certains volets, certaines fenêtres qui sont bien dites bleu pastel. Donc, ces différentes étapes, elles commencent par la cueillette des feuilles, puis elles sont broyées. En fait, on fait des petites boules qu'on appelle justement les cocagnes. Ces boules, eh bien, on va les faire sécher, on va les réduire, on va les faire fermenter. Donc, c'était des étapes très très longues pour obtenir en fait le pigment en lui-même. Les photos du haut, vous voyez différentes étapes, donc les moulins à pastel, le séchoir, et puis après l'agrénat qui est vraiment le produit de sortie avec le pastel, et c'est ce produit de sortie à granat que l'on donnait en fait au teinturier pour cette fois-ci faire les différentes étapes de fabrication de la teinture. Donc c'était vraiment quelque chose de difficile, de très long et qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc la qualité qu'on donnait pour la teinture, en fait, au niveau de l'agranat, n'était pas toujours très constant. Donc pour cette raison, dès qu'on a pu avoir un petit changement, dès qu'en fait on a pu utiliser d'autres plantes, eh bien on a utilisé en particulier l'indigotier. Donc l'indigotier qui vous donne là aussi un pigment qui a son nom indigo, qui cette fois-ci est une plante fabacée, des fabacées, qui est Indigofera tinctoria pour celle qui est la plus connue, mais il faut voir que les Indigofera, vous en avez plus 700 répartis dans toutes les zones tropicales. Par contre, l'indigo, c'est une plante tropicale. Donc, il a donc après, au niveau du XVIIe siècle, eh bien en fait, on a importé de l'indigo parce qu'on avait les colonies. Donc les colonies dans le Nouveau Monde, les colonies qui étaient réparties un petit peu partout dans le point de monde, ont donc favorisé l'essor du pastel avec la mise en place d'indigoteries dans la majorité des colonies. Ce qui a été aussi un facteur favorisant cette exploitation, c'était d'une part le commerce avec la Compagnie des Indes, et puis après la concurrence au niveau des cotonnades que vous aviez, qui, avec cette fois-ci les Anglais, et toujours là aussi les différentes zones de fabrication au niveau de l'Inde. Donc non, la télé est trop vite. Donc la méthode traditionnelle pour l'indigo, et donc pour l'Indigofera, en fait, c'est une méthode traditionnelle qui utilise là aussi la fermentation des feuilles, qui va par oxygénation, donc vous favorisez le pigment, donc indigo, qui est le pigment bleu. Et là, vous avez deux représentations de l'encyclopédie ou de l'histoire générale des Antilles, qui vous montrent d'une part la récolte de l'indigo, donc dans les colonies, et puis après les représentations d'une indigoterie, là aussi dans les colonies. La fin des teintures, en fait, teintures à base de plantes, a été, comment dire, à partir du moment où il y a eu tout le développement de la chimie, eh bien là, les teintures végétales n'ont pas perduré. Donc, parce qu'il y a eu une petite révolution dans la chimie des colorants.
des colorants. Tout d'abord avec un pigment qu'on a appelé le bleu de Prusse, qui est un ferrocyanure ferrique, qui a été découvert en 1706, qui a supplanté la majorité des pigments qu'on avait d'origine végétale, et qui a été adopté très rapidement par l'ensemble des plantes parce que ça avait une possibilité de couvrir toute la toile nettement meilleure que celle qu'on avait avec des pigments végétaux. Donc ce bleu de Prusse, il a été diffusé déjà partout en Europe. Il a même été diffusé au Japon, puisque les célèbres estampes japonaises, comme celle que vous avez à droite, sont aussi à base de bleu de Prusse. Puis par la suite, en 1867, un chimiste allemand, donc, Adolf von Baeyer, qui travaillait donc avec l'entreprise BASF, qui est toujours bien connue, a fait la synthèse de l'indigotine. Et donc tous les indigos maintenant que vous avez sont des indigos plus ou moins synthétiques, donc qui sont aussi basés sur toute la chimie des pigments actuels. Au XIXe siècle, les chimistes ont aussi montré que la couleur indigo-bleu des différentes plantes tinctorales correspondaient toutes au même pigment, qui est donc l'indigotine. Et c'est pour ça que la synthèse chimique, en fait, de l'indigotine a été aussi relativement importante. Donc on peut se dire peut-être qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a eu une croissance importante des industries chimiques, la correspondance entre botanique, que ce soit par les plantes tinctoriales ou par les études sur les différents pigments, se sont arrêtées. Là, non. Pourquoi ? Parce que les arts décoratifs ont pris une certaine importance. Et il y a donc une botaniste qui était Anna Atkins, qui est une Anglaise, qui a utilisé un des premiers procédés photographiques avec les pigments synthétiques, qui a utilisé ce procédé pour faire des premiers herbiers. Et donc Anna Atkins, qui était née en 1799, qui a d'abord commencé par dessiner, qui a dessiné entre autres les dessins des mollusques pour la traduction anglaise de l'histoire des mollusques de Jean-Baptiste de Lamarck, s'est orientée après sur l'utilisation de ce nouveau procédé qui s'appelle les cyanotypes, donc qui est un procédé photographique monochrome, pour l'utiliser pour des herbiers, et en particulier a fait un herbier d'algues que vous pouvez voir ici, où elle a entièrement illustré, donc c'est presque du noir et blanc, mais c'est en bleu. Donc c'est vraiment une utilisation assez étonnante du bleu en botanique, donc par l'utilisation de ces cyanotypes. Donc elle avait commencé par les algues, et elle a continué par les fougères et puis quelques prêles. Donc en faisant aussi un deuxième herbier sur les fougères et les plantes associées des îles britanniques. Ce procédé de cyanotype, maintenant il est rentré couramment dans les arts décoratifs. Et vous pouvez voir là une photo d'un cyanotype, là aussi, qui illustre certaines plantes, donc avec des utilisations de plantes. Un cyanotype récent de 2016, donc d'un artiste qui utilise, mais cette fois-ci grand format, les cyanotypes à des fins purement décoratives. Alors, en conclusion, sur ce petit parcours historique bleu, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, c'est que le bleu chez les fleurs, il n'est pas si rare que ça. Certaines fleurs sont bleues, mais qu'on peut voir toutes les nuances de bleu. Il n'y en a pas tant que ça, quand on réfléchit bien, et on s'aperçoit peut-être que si on regarde un petit peu les répartitions, certains continents ont plus de fleurs bleues que d'autres. Ça, ce serait peut-être à discuter. Et que ça reste une histoire, une recherche très délicate en horticulture. Je vous laisse bien réfléchir sur tout ce que vous pouvez mettre sur les hortensias pour qu'ils
ils deviennent bien bleus et qu'ils ne revirent pas au rose. C'est un sujet qui est maintenant qui a fait l'objet d'un renouveau régional, en particulier en Occitanie, avec toute une recherche patrimoniale sur le pastel. Donc on retrouve maintenant des petits centres de fabrication du pigment, donc du pastel, dans toute la région autour de Toulouse. Mais ça reste cette couleur bleue et ce bleu avec effectivement une orientation vers les plantes reste quand même omniprésent en art décoratif, cette fois-ci plus avec des pigments minéraux ou les pigments de synthèse. Et ça vous donne, comme les cyanotypes, des applications qui sont quand même relativement étonnantes pour la botanique. Donc voilà en fait pour cette petite brève. J'espère que maintenant vous voyez toute la vie en bleu. Et si le sujet vous intéresse, au niveau plus historique, il y a un article intéressant, enfin un petit bouquin, de Michel Pastoureau qui s'appelle Bleu, histoire d'une couleur, qui est très facile à lire et qui est plein d'anecdotes sur l'histoire de la couleur bleue, ce qui est plus dans les arts et puis dans les représentations. Si vous vous intéressez vraiment aux pigments, et plus aux pigments minéraux, je dirais, vous avez un très bon bouquin de l'École des Mines, qui est le livre de Delamarre, Bleu en poudre, de l'art à l'industrie, donc qui reprend vraiment tous les pigments bleus qu'on peut avoir depuis l'Antiquité. Et après, j'ai indiqué les articles qui m'ont servi pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention.